La vie de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, 115 milliards de francs guinéens, un montant que le gouvernement compte injecter dans la campagne agricole 2025. Elle sera simultanément lancée dans toutes les régions administratives du pays. Communication judiciaire, les professionnels des médias se mobilisent. Il s'agit de rehausser leurs compétences, adaptant des questions de justice afin de qualifier davantage les comptes rendus. À venir également l'assainissement dans la ville de Bokeh, une opération coup de balai en prélude à la grande mobilisation de soutien aux acquis du CNRD prévue du 11 au 12 avril prochain. La place des Martyrs et autres espaces publics sont débarrassés d'immondices. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, c'est le chiffre du jour, 115 milliards de francs guinéens, un montant que le gouvernement compte injecter dans la campagne agricole 2025. Elle sera simultanément lancée dans toutes les régions administratives du pays. C'est ce qui a filtré de la conférence du ministre Félix Lama avec les hommes de médias. Compte rendu Fodé Camara. Le secteur agro-pastoral s'apprête pour la campagne agricole 2025. Une campagne dont le lancement officiel est prévu pour le 9 avril prochain à Ditine d'Andalaba. Les contours de ce rendez-vous sont dévoilés aux professionnels des médias par Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Les effets des inondations de l'année passée sont rappelés, des effets qui ont fragilisé plus de 12 000 producteurs, selon les statistiques des structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc c'est dans ce contexte difficile que nous lançons la campagne agricole 2025. Le gouvernement guinéen, sous le leadership donc du président de la République, à travers donc le budget national de développement, a mis à disposition, on va dire en gros, une enveloppe de 115 milliards de nos francs guinéens afin d'accompagner l'ensemble de nos producteurs, que ce soit dans le sous-secteur élevage ou dans le sous-secteur agriculture. Il s'agira en fait d'apporter un appui et un soutien à la production de 2 500 000 producteurs issus de l'agriculture familiale. 1 million d'éleveurs donc seront accompagnés et 100 agro-champions seront également accompagnés. Pour une campagne agricole réussie, l'aspect aménagement des terres cultivables a été pris en compte cette année. Un des cris du cœur des paysans lors des états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Nous allons pouvoir mettre à disposition pour cette campagne agricole 2025-2026 14 000 hectares d'aménagement hydro-agricole disponibles qui vont être exploités. Et ça, c'est quelque chose de grand qu'il faut véritablement applaudir et féliciter pour notre pays. C'est pour nos populations que nous faisons, c'est pour nos paysans que nous le faisons. 14 000 hectares d'aménagement hydro-agricole opérationnel, donc au bénéfice de 9 337 producteurs à travers le pays pour une production attendue de 42 000 tonnes de riz. Ça déjà c'est plausible. Et nous avons pour ambition chaque année de pouvoir réaliser des aménagements hydro-agricoles. Et le groupe dont je viens de vous parler, avec lequel nous avons signé le partenariat, le groupe Netafim, est le premier groupe dans le monde dans l'irrigation moderne. Dans donc les aménagements hydro-agricoles, c'est le premier groupe dans le monde. Nous devons travailler avec justement ces partenaires-là pour pouvoir former ici nos équipes, faire les transferts de compétences pour que nous soyons à même de pouvoir continuer à réaliser ce type d'aménagement hydro-agricole. Au cours de cette conférence de presse, aucune question n'a été esquivée par le ministre Félix Lama et ses cadres. Un tour d'horizon global du développement rural. Un tour d'horizon qui a aussi touché les préoccupations de conservation des produits agricoles périssables, de recherche agronomique et de relance des unités agro-industrielles. Sans oublier le soutien de la filière avicole après la grippe aviaire. Vulgarisation du code pastoral. Le texte est exposé dans les différentes collectivités de Massanta. C'est pour impliquer les communautés dans l'application de ce document stratégique du monde rural. Le coup d'envoi est donné à Kouankan et regroupe les représentants des fêtières de la préfecture. Lancé Kamisoko, correspondance.
Pour promouvoir une gestion durable des ressources pastorales et renforcer le respect des droits de chaque acteur, le contenu du code pastoral est en débat à Kouankan. Regroupant éleveurs et agriculteurs autour des autorités administratives, cette initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est coordonnée par la direction préfectorale de Massanta. Cette campagne de vulgarisation vise à rendre ce code accessible à tous. Nous voulons que chaque acteur du secteur comprenne non seulement les principes qui les sous-attendent, mais aussi les opportunités qu'ils offrent. Kouankan est une zone agro-pastorale par excellence. Les éleveurs sont là en grand nombre, ainsi que l'agriculture aussi est abondante. Donc si aujourd'hui un dispositif légal est aujourd'hui introduit pour freiner tous les agissements qui peuvent y avoir entre éleveurs et agriculteurs, c'est un grand ouf de soulagement pour nous. Fruit de plusieurs années de concertation entre les acteurs du secteur, ce code est le reflet de la vision commune vers un avenir où éleveurs et agriculteurs coexistent harmonieusement dans le respect des traditions tout en promouvant les impératifs de développement durable. Nous qui sommes agriculteurs, on avait d'énormes problèmes. Mais je crois bien avec ce code pastoral, chacun de nous saura réellement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Je tiens à remercier chaleureusement au nom de M. le Préfet, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce code et à l'organisation de cette campagne. Votre dévouement et votre expertise sont des piliers de notre succès collectif. Pour renforcer la cohésion sociale et économique, afin de favoriser la mise en œuvre efficace de ce document stratégique, les acteurs de Massanta s'engagent à faire de la vulgarisation du code pastoral un modèle de collaboration pour le bien des générations actuelles et futures. Secteur de l'élevage, l'aviculture intensive précisément, un nouveau guide de bonnes pratiques est présenté aux acteurs évoluant à Kankan et Farana. Le document traite de tous les aspects pour l'atteinte des résultats. C'est la volonté affichée par le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Diamoukaba, compte rendu. La région administrative de Kankan accueille la première phase de présentation du guide des bonnes pratiques sur l'aviculture intensive, un nouvel outil conçu pour offrir de belles opportunités aux professionnels de la filière dans l'amélioration de leurs méthodes de travail. En quête de compétitivité, Sankara et Nabaya sont mobilisés pour cerner les grands enjeux de cette politique agricole en matière de structuration durable du secteur. Ce guide, c'est un guide de bonnes pratiques conçu pour les élevages avicoles qui doit servir de base ou d'outil de travail pour tous les acteurs de la filière avicole de Guinée. Dans le cadre réellement d'une production accrue à long terme. C'est ce qui a amené réellement à l'élaboration de ces guides aujourd'hui, d'où réellement l'organisation de cet atelier au niveau régional pour que l'ensemble des acteurs impliqués dans le monde avicole soit imprégné. Autour d'une ambition claire et assumée, le plan national est à renforcer pour reconquérir la souveraineté alimentaire par le biais de l'élevage. Désormais, tout est mis au point pour une application stricte du document sur le terrain. La présentation des guides de bonnes pratiques pour l'élevage intensif représente une avancée significative vers une professionnalisation accrue de notre filière, un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire et la croissance économique de notre pays. En adoptant ces bonnes pratiques, nous pouvons assurer une production de qualité, répondre à la demande croissante et garantir la pérennité des exploitations. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est appuyé par l'Agence française de développement. La volonté commune, fruit de la coopération internationale, est mise en œuvre par le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée pour augmenter les revenus des éleveurs. Je vous l'annonçais également au sommaire, communication judiciaire, les professionnels des médias se mobilisent. Il s'agit de rehausser leurs compétences dans le traitement des questions de justice. Objectif, qualifier davantage les comptes rendus. L'idée est développée par l'Association des journalistes pour la promotion de droits. Le point avec Yano Yunsaba. Pour éviter les confusions dans les comptes rendus d'audience, dans les cours et tribunaux,
L'Association des journalistes pour la promotion du droit a récemment initié une formation pour renforcer les capacités des journalistes guinéens dans le traitement des questions de justice. L'objectif vise à outiller ces journalistes afin d'éviter des erreurs dans les comptes rendus d'audience. L'interprétation des débats et des sentences qui suivent dans les comptes rendus après les procès pose parfois, pour ne pas dire souvent, problème au niveau des populations. Dans un but pédagogique, nous avons jugé nécessaire de mettre ensemble journalistes et avocats pour un échange constructif sur les concepts clés des professions judiciaires et juridiques en Guinée. Cette formation vient à point nommé pour rectifier des erreurs qui sont en train d'être commises tous les jours, des termes juridiques, et nous saluons vraiment l'initiative. La rencontre a permis aux avocats et magistrats d'aborder plusieurs thématiques essentielles pour faciliter la couverture médiatique des procès. Il est courant de voir un journaliste dire par exemple la cour d'appel de Dixine, la cour d'appel de Mafanko, un accusé poursuivi pour diffamation. On ne met pas les termes à la place qu'il faut, sème parfois la confusion. Il fallait un échange ensemble sur des règles basiques qu'un journaliste peut au moins maîtriser pour éviter de confondre les différentes juridictions et quelques vocabulaires usuels à maîtriser pour ne pas mettre l'un à la place de l'autre. Le principal défi pour ces professionnels de la justice consiste à doter les journalistes des connaissances dans le domaine de la communication juridique et judiciaire. Comme dans plusieurs préfectures, Dalaba aussi va bientôt abriter le bloc administratif et les logements de la trésorerie préfectorale. Il s'agit d'offrir un cadre optimal aux travailleurs du trésor public dans la gestion efficace des ressources publiques. RTG Mamouf, Mamadou Patibalde. Qualifié de Suisse africaine, Dalaba aura bientôt son bloc administratif et les logements de la trésorerie préfectorale. Le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans sa vision de développement du pays, entend doter la Guinée des infrastructures modernes. Ces édifices dont les travaux ont été lancés seront exécutés par l'entreprise Macam. L'objectif principal de ce projet est de moderniser notre administration publique en offrant un environnement de travail amélioré aux agents de trésor public et un meilleur accueil aux citoyens. Nous contribuons à renforcer la confiance entre l'État et les administrés. Financé par le budget national de développement, le ministère de l'économie et des finances assure le maître d'œuvre. Cette initiative du gouvernement de la refondation vise à renforcer les capacités opérationnelles du cadre et à rapprocher les services de l'État aux collectivités locales en vue de booster le développement à la base. En posant cette première pierre, nous ne posons pas seulement un symbole de construction physique, mais nous bâtissons également l'avenir de notre administration. Nous créons un cadre propice à l'innovation et à la collaboration qui permettra à notre trésor public de jouer son rôle dans le développement économique et social de notre région. Nous sommes convaincus que ce bâtiment, une fois achevé, apportera une réelle valeur ajoutée car il renforcera le lien social et participera au développement économique de notre pays. À cet effet, votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La construction de ces édifices est une avancée significative pour notre pays. Conçues selon les normes modernes, ces infrastructures vont répondre aux exigences d'efficacité, de confort et de durabilité pour le bien-être du trésor public guinéen. On s'intéresse à présent au recyclage des bouteilles et autres objets en verre abandonnés dans la nature. Un compatriote basé à Sonfonia les collecte et les transforme en dallettes. C'est inédit, il crée de l'emploi mais surtout protège l'environnement. Par ailleurs, il sollicite le soutien des autorités et les opportunités dans les BTP. À la rencontre de ce jeune entrepreneur et ses employés, Tierno Ousmane Diallo, Amarako Bassouma, découvrons ensemble. Dans cette unité de recyclage à Sonfonia, Mamadou Boussiriou Diallo
donne une seconde vie aux bouteilles usées qui habituellement finissent dans les poubelles ou décharges d'ordures. Son idée, transformer ces objets en verre dont plus personne n'en a besoin en matériaux de construction afin de produire des dallettes destinées à l'aménagement extérieur des maisons et des villes. Le verre, vous savez que le verre est fait à partir du quartz. Le quartz, c'est une forme de sable. Je ne vais pas rentrer en géologie, mais c'est du sable. Quand on broie le verre, on obtient du sable. Et là, nous avons une machine qui nous permet de broyer le verre et obtenir du sable. Et la machine est réglée de sorte qu'on a du 0,4 et du 0,6. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de gravier pour rajouter. On ne fait qu'avec le verre. C'est ce qui nous donne les dallettes que vous avez derrière pour là. À la question de savoir s'il n'existe aucun risque, sa réponse est sans ambiguïté. Même si on la casse, ça ne peut pas blesser. Il y en a qui ont peur, certainement, quand ils marchent dessus jusqu'à usure, s'il n'y a pas de morceaux de verre qui vont sortir. Il n'y a pas de morceaux dedans. C'est que du sable. Et vous avez vu le sable, il n'y a pas de tesson. Ça ne peut pas blesser quelqu'un, vous voyez? Avec son idée, ce passionné des questions de salubrité et de protection de l'environnement, PDG de la société Urki Plus, compte pousser plus loin le recyclage des objets, réduire la pression sur la décharge et créer de l'emploi. Une dizaine de jeunes sont directement employés dans son unité. Ça me tient vraiment à cœur parce que je volais presque dans le bâtiment et j'encourage vraiment les entrepreneurs à nous aider. Parce que ça, avec l'innovation qu'a eu M. Diallo, c'est vraiment important. Bon, je suis vraiment content de participer à ce projet parce que c'est la première fois de voir ça, la transformation de verre en dallettes. Je n'ai jamais vu. Outre l'unité de production des dallettes, une autre unité de recyclage est mise en place pour la transformation des récipients en plastique usés. Avec ses investissements et ses idées, ce Guinéen de la diaspora qui a décidé de rentrer compte apporter sa pierre dans la construction de la nation. Sur un tout autre plan, lutte contre les accidents ferroviaires, loin d'un simple slogan, la sensibilisation s'installe. Elle touche directement les occupants et riverains de long des rails de Madina Kenya très prochainement. Et pour le même motif, l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence va se rendre à Koya. Moussa Bangoa. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence est encore sur le terrain pour combattre les accidents ferroviaires, l'occupation anarchique et le jet des ordures sur les rails. Sur l'axe Madina-Kenien, le long des rails, des causeries éducatives sont organisées. Des messages ont été passés aux marchands et riverains d'être vigilants, mais aussi s'éloigner des rails afin d'éviter des accidents. On ne revend pas sur les rails, on ne marche pas sur les rails. Évitons les rails. Les rails sont là pour le train. Évitons les accidents ferroviaires. Nous sommes là pour une sensibilisation du petit bateau jusqu'à Kouria pour que la population riveraine quitte les rails. Le train ne s'arrête pas comme le véhicule. Le train ne freine pas brusquement. Le train, quand vous êtes sur les rails, quand le train vient, avant de freiner, ça va pas faire plus d'1 kilomètre. Donc de faire très attention au train. Nous voulons travailler sans l'accident, c'est notre objectif. Roussal Sebeka et la Guipresse se donnent la main pour accompagner ce mouvement de jeunes. L'idéal est de sauver des vies le long de la voie ferrée. Nous sommes ravis de cette équipe de sensibilisation et nous prenons l'engagement à passer le message pour éviter des accidents. Il doit respecter 25 à 15 mètres le long des deux côtés des rails pour s'installer. Parce que regardez les femmes qui sont assises à un micro des rails. En cas de déraillement, ça va coûter la vie à beaucoup de gens, à beaucoup de citoyens. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous sommes là pour ça, pour éviter les accidents de ce genre. Pendant 20 jours, des porte-à-porte et sensibilisation de masse seront effectuées par cette association le long des rails de Kaloum à Kouria, dans la préfecture de Koya.
Protection de l'environnement toujours avec cette initiative encourageante. Un sac de sachets plastiques contre un cadeau de sac de riz et quelques billets de banque. Imaginez la mobilisation, mais derrière, des tas de sachets plastiques sont éliminés dans certains lieux publics. Nabila et Moussa Kamara pour plus de détails. En Guinée, le combat contre la pollution de l'environnement trouve peu à peu des solutions. À Kabylie, plusieurs citoyens sont récompensés après une opération de ramassage des déchets plastiques dans les lieux publics. Cette activité consiste à assainir les rues de la capitale avec une stratégie d'achat d'ordures en contrepartie des sacs de riz et de l'argent. Ce plastique, quand ils ramassent, ils amènent chez nous, on va les récompenser. On fait un petit geste, c'est-à-dire on va échanger le plastique qu'ils jettent, qui va retourner, on va leur donner un petit cadeau. Et nous voulons motiver la population à participer à l'assainissement de leur environnement. Rendre l'environnement propre afin de préserver la santé de la population est l'objectif visé par les responsables de l'ONG Aide pour la Guinée. Cette politique d'assainissement initiée par les responsables a marqué les autorités locales et la population, qui d'ailleurs sollicitent l'engagement des autorités du pays afin de préserver cette action. Dans la cour ici, il y a combien d'enfants? Les enfants qui sont mis à charger le plastique. On a vu les femmes de marché étaient fortement mobilisées pour pouvoir dégager le quartier, le marché de plastique. Et je pense que si le gouvernement peut-être s'exerce dans ce sens, je pense que ça peut nous permettre de nous séparer complètement de plastique. En plus de cette opération d'assainissement, l'ONG Aide pour la Guinée est engagée dans les actions humanitaires. Pour la lutte contre les déchets plastiques dans la capitale Conakry, de bonnes politiques de ramassage d'ordures sont en train d'être mises en place. Ce projet d'assainissement dans la commune urbaine de Kabylie se poursuivra dans d'autres zones du Grand Conakry ainsi que de l'intérieur du pays. Direction Boké, assainissement de la ville, une opération coup de balai en prélude à la grande mobilisation de soutien aux acquis du CNRD prévue du 11 au 12 avril prochain. La place des Martyrs et autres espaces publics sont débarrassés d'immondices. Younoussa Tawel Kamara. Ces femmes issues des différentes couches sociales des 15 quartiers de la commune urbaine de Boké sont mobilisées pour rendre propre la ville. C'est un prélude à la grande mobilisation des populations de Kakandé prévue du 11 au 12 avril prochain, ici même à Boké, en vue d'exprimer leur reconnaissance au bienfait du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la réalisation de nombreux projets ces dernières années à Kakandé sous l'ère CNRD. Les 15 quartiers Biring, nous les femmes des 15 quartiers, nous sommes venus pour assainir la place des Martyrs, où la cérémonie aura lieu la semaine prochaine. Ce jour, nous voulons dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour Boké. Nous avons décidé de rendre propre notre ville qui doit accueillir les Kakandeka, mais aussi des autres invités venus de partout. En plus de l'assainissement, il existe également le pavoisement de la ville aux couleurs du tricolore national pour donner une bonne image à la ville. L'événement, ça se prépare très bien pour recevoir toute la République de Guinée à Boké, parce qu'aujourd'hui, ça serait un événement exceptionnel. Les 10 sous-préfectures de Boké, aujourd'hui, même, ils préparent même de mobiliser au minimum 100 000 personnes sur les places de Martyrs, de l'aéroport jusqu'à la place de Martyrs. Ces différentes activités enclenchées au chef-lieu de la préfecture de Boké prouvent une fois de plus que les populations de Boké se préparent activement pour exprimer leur reconnaissance au bienfait du général Mamadi Doumbouya du 11 au 12 avril à Boké. Et pour terminer, Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est ce 6 avril 2025, une date retenue par le système des Nations Unies en août 2013. En Guinée, le ministre Bogoula réitère les engagements du gouvernement dans la promotion du sport inclusif et les investissements en cours de réalisation pour faciliter la pratique du sport, vecteur de paix et d'intégration. Moussa Komara.
Instituée depuis août 2013 par les Nations Unies, la Journée internationale du sport pour le développement et la paix est célébrée chaque 6 avril dans le monde. Pour cette année, elle est placée sous le thème « Niveler le terrain de jeu, le sport au service de l'inclusion sociale ». La célébration de cette journée intervient à un moment où le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a investi aujourd'hui près de 2000 milliards de francs guinéens dans le développement des infrastructures sportives de notre pays, notamment les stades de Nongo du 28 septembre, les stades de proximité dans nos communes et quartiers et les plateaux sportifs dans les émergences de Koza et Sangoya de Conakry, ce qui est toute une première dans notre pays. À l'occasion de la célébration de cette journée, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, affiche sa volonté de briser les barrières de l'inégalité et d'améliorer la qualité des infrastructures sportives. Dans la perspective du programme Simandou 2040, le gouvernement compte doter chaque préfecture et chaque commune de Conakry d'un complexe sportif pour donner l'égalité des chances à tous ces jeunes et jeunes filles d'où qu'ils se trouvent et qui désirent pratiquer le sport de leur choix. Au-delà de ces engagements, le gouvernement, en collaboration avec le mouvement sportif, vient de créer, en plus du comité national olympique et sportif que nous connaissons, mais aussi du comité para-olympique, le spécial olympique, et qui est dédié aux déficients intellectuels pour prendre en compte toutes les couches jusqu'ici marginalisées. La célébration de cette journée offre l'opportunité de rappeler aussi que le sport est plus qu'un jeu de divertissement, mais un vecteur de cohésion sociale, de dialogue entre les cultures et d'intégration. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.